Eh bien, bonjour à ceux qui nous rejoignent ou ceux qui n'étaient pas là pour la conférence juste avant. Donc là, nous allons avoir notre deuxième talk. Donc là, on va parler de réseaux sociaux et comment on peut analyser ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux ou ce que les gens se racontent sur les réseaux sociaux avec de la data vise. Et pour ça, on a demandé à Florian, pardon, Melki de venir depuis Nantes, puisqu'il travaille là-bas dans une société qui s'appelle Dernier Cri, voilà, et qui est aussi un passionné de DataVis et qui fait ça aussi la nuit, et il ferait ça toute la nuit si jamais il n'avait pas besoin de dormir. Et donc, je vais lui laisser la parole pour nous parler de ces réseaux sociaux et de la DataVis. Voilà. Merci pour l'intro et merci pour l'invitation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et ben on va enchaîner directement pour la petite demi-heure qu'on a à passer ensemble. Donc effectivement, je m'appelle Florian Melki, je suis data analyst dans une société, un studio digital qui s'appelle Dernier Cri. Avant ça, j'ai bossé pendant 5 ans dans tout ce qui est analyse de l'expérience utilisateur dans le domaine de la recherche. Alors ça veut dire quoi, analyse de l'expérience utilisateur? Ça veut dire que des gens font des trucs dans des systèmes numériques. Nous, on capte ces trucs qu'ils font. Ça peut être des actions, ça peut être ils vont dans des systèmes de réalité virtuelle et puis on traque tout à chaque frame. Et puis après, on analyse ce qui se passe dedans pour voir s'il y a des patterns, pour voir s'il y a des choses intéressantes. C'est la recherche. Et puis je suis aussi co-organisateur du meet-up DataVis Nantes. En gros, j'aime bien la DataVis. À part ça, je viens de Nantes, je me suis levé à 3h30 du matin, c'est la grande forme. Mais je suis content d'être là. Pour ceux qui ne connaissent pas spécialement les métiers de la data, en tout cas la data analyse, ça aide à faire ce genre de choses. Vous imaginez par exemple qu'il y a des gens comme vous ou moi qui vont acheter des choses sur des sites sur Internet. Au bout d'un certain nombre de gens qui ont acheté des choses, on peut segmenter la population et puis se dire, bon bah voilà, telle population, celle qui est en rouge, je vais l'adresser de telle manière ou je ne vais pas l'adresser parce que de toute façon, elle achète déjà plein de choses. Celle qui est en bleu, par contre, elle n'achète pas beaucoup, mais peut-être très cher, je vais l'adresser différemment. Bon, ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec de la data analyse, mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. Ce dont je vais vous parler, c'est ce que je fais la nuit. Bon, alors la nuit... après minuit, il y a un moment, je suis un peu cramé quand même, mais bon. Je fais ce que j'appelle, moi, du data crafting. Data crafting, c'est que je prends toutes mes compétences en termes de data pour faire des projets qui me font kiffer. Mes compétences en data, c'est quoi? Ça va être le scrapping, donc récupérer des données de manière scriptée sur Internet. Je vous explique ça un petit peu après. Faire de la fouille, transformer des données, faire de l'analyse, faire de la data vis. Ça tombe bien, on est là pour parler de ça. Et les trucs que j'aime, eh ben moi, c'est regarder ce que les gens y font. Alors parce que les gens comme vous et moi, quand on va sur Internet, on laisse des traces de ce qu'on fait, genre partout. Et en plus, on ne le sait pas vraiment, ou on le sait et on s'en fout. Mais il y a des gens comme moi qui après peuvent les récupérer et regarder ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est plutôt rigolo. Alors après, je fais d'autres choses, je fais des projets originaux, des projets musicaux, et puis j'aime bien partager. C'est pour ça que j'organise le meet-up DataVis. Alors des exemples de trucs que je fais quand même, avant de vous parler du projet pour lequel je suis là, ça c'est ce qu'on appelle du quantified self. C'est-à-dire que c'est des données sur moi en fait, c'est hyper nombriliste, mais ce sont des données que j'ai récupérées pendant 1 an. Il y a quelques années, j'ai eu une fille que j'aime beaucoup, et pendant 1 an, j'ai récupéré toutes les données me concernant sur quand est-ce que j'ai dormi, quand est-ce que j'ai fait des siestes, quand est-ce que je suis allé au travail. Je vois que monsieur me regarde d'un air de « ouais, je sais, c'est pas facile la première année ». C'est ça. Hein. Et donc, ce qu'on voit ici en noir, ce que je représente, c'est toutes les périodes de sommeil. On voit qu'il y a des trous. Hein. Donc, dans ces moments-là, je suis en train de bercer ma fille dans le salon en chantant des chansons. Et puis, à un moment, je la réveille et je suis un peu dégoûté. Et puis, en orange, on voit tous les moments où je suis allé au travail. Rien qu'avec ça, on voit déjà des patterns. Je me couche globalement vers minuit. Je me réveille globalement vers 7-8 heures. On voit aussi ce qu'on peut appeler des outliers. Par exemple, au orange, il y a un jour où j'ai fini de bosser à minuit. Et puis je crois qu'en noir, il y a un jour où je me suis couché hyper tôt parce que j'avais la grippe. Voilà, donc le quantified self, c'est plutôt rigolo et je trouve que le faire soi-même, c'est-à-dire que j'ai tout noté hein, dans un Excel jour par jour pendant 365 jours. Je ne pensais plus qu'à ça au bout de 365 jours et ça a été une détox pour arrêter d'y penser. Mais ça permet de faire des choses, je pense, plus personnalisées qu'utiliser une application qui récupère les données automatiquement.
Autre chose plus musicale, j'ai monté un système qui permettait de faire de la captation de où est-ce qu'on joue avec ses petites mains sur une guitare. Donc ça récupère la position entre les frettes, ça récupère les cordes sur lesquelles qu'on a fait vibrer. Et puis avec ça, j'ai créé par exemple ce petit machin là, ce graphique en bas à droite. L'idée c'était de voir s'il y avait moyen de créer une sorte d'empreinte musicale de la manière de jouer. Bon, tout ça c'est à base de Arduino, de serveurs et compagnie. Un projet plutôt rigolo, aussi rigolo qu'inutile. Et ça, c'est un projet à base d'open data. Bon, je ne sais pas si vous êtes tous familiers de l'open data, c'est les données qui sont ouvertes. Voilà, c'est toute une dimension politique pour rendre de la transparence à la vie publique. Et moi, ce que je voulais faire, c'est regarder les établissements qui se sont implantés dans Nantes depuis longtemps, selon les différents quartiers, dans le but de trouver des marqueurs de ce qu'on appelle la gentrification. Donc voilà, j'ai créé une interface là-dessus. Comme plein de choses, j'en ai rien fait parce qu'après, il faut un sociologue ou des gens comme ça qui sont plutôt intéressés par ce genre de choses. Mais j'en ai parlé pendant un forum avec des journalistes et c'était pareil, plutôt sympa. Ça permet de voir que les gens, les citoyens, ne connaissent pas des masses l'open data ni des trucs type data visualisation, mais sont plutôt intéressés par ça. Maintenant, je vais vous parler de mon talk qui concerne une analyse que j'ai faite sur les forums de discussion. Mon petit plan, d'abord vous parler un peu du contexte, des motivations, pourquoi j'ai fait ça, puis après vous présenter les différentes datavises que j'ai produites. Alors un forum, vous êtes, j'imagine, peut-être tous familiers de ce que c'est un forum de discussion. Un forum de discussion, c'est des gens qui discutent. Il y en a un qui dit salut, je suis content d'être là, il y en a un autre qui dit salut aussi. Et puis des fois, il y a d'autres personnes qui vont citer les autres personnes et dire « Ah tiens, je te réponds aussi, je te salue, bienvenue, etc. etc. » Ça, c'est la base d'un forum de discussion. En gros, il y a à peu près que 2-3 actions dedans, c'est poster ou poster et en plus citer quelqu'un. À partir de ça, on peut se poser des questions. Comment s'organise une communauté d'utilisateurs au sein d'un forum de discussion? Pourquoi je me suis posé cette question-là? C'est parce qu'en fait, je suis allé sur un forum de discussion sur lequel il y avait plutôt une polémique, parce que sinon, c'est pas marrant si tout le monde s'entend. Hein. C'est comme une soirée qui se passe bien en famille, ça, c'est pas marrant, il n'y a rien à en dire. Mais avec une communauté d'utilisateurs, il y a toujours certains profils qui tombent, qui sont toujours les mêmes. Il y a des trolls, il y a celui qui va vous dire que c'est bien ce que vous avez dit, mais vous avez fait une faute d'orthographe. Il y en a un qui va vous demander pourquoi vous n'avez pas regardé sur Google avant de poser la question. Il y en a qui rigolent aussi, donc ils savent de quoi je parle. Donc la question c'est, est-ce que de manière visuelle, il y a moyen de rendre compte de l'activité, de la dynamique au sein d'un forum de discussion? Pour ça, donc je suis allé sur un forum avec une polémique, je ne vous redirai pas exactement lequel pour protéger l'anonymat du forum en question. Et ce que j'ai récupéré, c'est la totalité des échanges au sein de ce forum. On appelle ça un corpus. Comment j'ai fait ça? J'ai utilisé une méthode qui s'appelle le scrapping. Un post s'est fait toujours exactement de la même manière. Il y a un pseudo, il y a une heure, ce qu'on appelle un timestamp, c'est-à-dire le moment où le post a été posté. Et puis, il y a un contenu. Le contenu, il est de deux types. Soit c'est un propos, c'est-à-dire ce que la personne dit, soit c'est une citation, c'est-à-dire que ça change très légèrement dans la mise en forme. Et ce qui est cool, c'est qu'avec un script, c'est-à-dire un bout de code que vous allez faire, genre en Python par exemple, vous pouvez récupérer automatiquement tous ces contenus-là, en lui disant bah, tiens, mon script, tu vas aller regarder sur ces 100 URL que je te donne. Alors généralement, les URL, hein, elles s'incrémentent un 1, un 2, un 3, un 4, jusqu'à 100. Donc vous lui dites jusqu'à où il faut aller. Vous lui dites quel endroit vous allez, à quel endroit dans la page il y a l'information qu'il vous faut, le pseudo, le timestamp et le propos. Et puis après, le script, s'il est bien codé, il fait ce que vous avez envie de faire. Moi, il était bien codé, donc il a fait ce que j'avais envie de faire. Pas du premier coup, évidemment. C'est pour ça que j'ai passé plusieurs semaines quand même. À partir de là, j'ai retravaillé mes données, toujours avec du Python, pour séparer d'un côté ce que l'utilisateur a dit, c'est-à-dire son propos, et qui il a cité. Donc en gros, je regarde la citation, je regarde si cette citation se retrouve dans le propos de quelqu'un d'autre. Si oui, alors c'est qu'il a cité cette personne, et je crée de cette manière-là mon jeu de données. À partir de ce qu'il a dit, j'ai compté le nombre de posts qu'il a postés, cet utilisateur-là, et qui il a cité, le nombre de citations par utilisateur cité. Je commence à avoir quelques stats, c'est cool, je peux commencer à faire de la représentation. La première que j'ai fait, c'est un overview. Donc sur ce que j'ai fait sur cette vise-là, en gros, j'ai mis tous les utilisateurs autour d'un cercle. Chaque utilisateur est représenté lui-même par un cercle dont l'aire est proportionnel au nombre de posts qu'il a postés.
problème, c'est qu'il y a, je ne sais plus, 127, 130, j'en sais rien, 150 utilisateurs, et que ce cercle-là, il a fallu que j'agrandisse énormément ma page pour pouvoir le représenter. Si c'est trop gros, c'est qu'au bout d'un moment, c'est qu'en fait, c'était pas bon, ça m'allait pas. Je me suis dit dès le départ, là, en fait, c'est pas ça qui va être la bonne représentation pour moi. Je vais rien pouvoir en faire. Donc, j'ai essayé autre chose. Alors, il faut savoir, moi, j'aime bien pas vous présenter directement la belle histoire qui marche bien, hein, comme les romanciers qui écrivent directement un roman à succès. En fait, il y a plein d'erreurs avant. Moi, voilà, je vous fais les erreurs aussi. Donc ça, par exemple, c'est ma première erreur. J'ai codé avec un bug. Donc plutôt rigolo, j'ai commencé à vouloir séparer en fait les types de population dans mon forum en me disant, il y en a, ils ont beaucoup parlé et surtout, en fait, on les a beaucoup cités. C'est mon cercle du milieu, là, qu'on voit à gauche. Il y en a d'autres, on les a un peu moins cités, mais quand même pas mal. Alors pour être très exact, en gros, plus de 100 fois, ils sont dans le petit cercle à gauche. Entre 10 et 100, c'est le cercle du milieu. Et puis à droite, c'est un peu les parents pauvres, c'est ceux qui parlent, mais on ne les cite pas. Et oui, c'est triste. Donc j'ai corrigé, finalement, j'ai fait cette version-là et j'ai rajouté un petit peu de couleur, un peu de transparence. Cette fois, quand il y a des traits en bleu, donc les traits c'est des traits de co-citation, évidemment. Quand il y a des traits en bleu, c'est que, je ne sais plus, il y en a un qui a cité un autre. En rouge, pareil. En violet, c'est quand on s'est cité mutuellement. Non, là, j'ai fait un focus sur ceux qui sont vraiment au milieu, parce qu'en gros, ce que cette vise montre, c'est qu'il y a quand même des gros speakers. Il y en a qui trustent clairement la conversation au sein du forum de discussion. Et je me suis plus fait une représentation et des couleurs en fonction de si je suis en train de citer ou de parler de quelqu'un qui est dans les gros speakers. Ça commence à être pas mal, mais par contre, c'est clairement illisible. Ça, on peut rien en faire. Par contre, c'est joli. Donc, j'ai séparé en deux. Cette version-là, elle est interactive. Il y en a une qui montre, quand on passe la souris sur un des cercles, qui cette personne-là a cité, et de l'autre côté, qui a cité cet utilisateur-là. C'est joli, mais là, je me suis dit que je pense que je ne peux pas aller plus loin. Je ne sais pas ce que je vais faire de cette vise-là, à part quelque chose de joli. Donc, on change de fusil d'épaule. Enfin, on voit déjà une dynamique en soi. On voit qu'il y en a 8 qui trustent clairement la conversation, les 8 du milieu. Il y a le reste après, mais on ne peut pas aller plus loin. Bon, en tout cas, je n'ai pas réussi à aller plus loin. Donc, ma conclusion, il y a un noyau dur d'utilisateurs qui monopolise la conversation. Très bien. Next. Qu'est-ce qu'il raconte ? Si je ne sais pas exactement, si je vois une dynamique, je peux aussi m'intéresser aux propos. Alors les propos, on commence à rentrer dans un domaine un petit peu plus tendu, qui s'appelle le domaine du NLP, du Natural Language Processing. Moi, j'ai fait du NLP gentil, il y a des NLP un peu plus costauds. Moi, j'ai fait pas mal de choses à la main. Donc là, j'ai pris mon corpus. J'ai fait du nettoyage d'abord. J'ai retiré ce qu'on appelle les stop words. Un stop word, c'est un mot qui n'a en gros pas de valeur sémantique. De, le, la, ce genre de choses. Et les adverbes, généralement, ne servent pas à grand-chose, mais je ne les ai pas virés. À accent grave. Bref, vous récupérez une liste de mots, une liste de stop words, vous les virez de votre corpus, et ça fait déjà une première passe de nettoyage. Ensuite, ce qu'on appelle la lématisation ou aussi racinisation, c'est que vous prenez un mot et vous prenez ensuite sa racine. Amour, ça va être aimer, en gros, la racine. Si vous prenez un verbe conjugué, la racine, ça va être le verbe à l'infinitif. Donc là-dessus, par contre, je ne l'ai pas fait manuellement. J'ai utilisé une librairie en Python qui faisait ça tout bien pour moi. Et puis après, deux choix, soit faire un décompte des mots qui ont été utilisés, soit un décompte des paires de mots. Parce que les paires de mots, ça peut apporter une information en plus, c'est vraiment ça devient une expression, alors qu'un mot isolé, des fois, est un petit peu décorrélé du contexte dans lequel il est. Et puis j'ai visualisé. Donc là, j'ai fait un focus que sur mon top 8, que sur mes 8 influenceurs, pour savoir s'il y avait quelque chose de particulier dans ce qu'ils disaient. Donc j'ai affiché les 15-20 premiers mots les plus utilisés là en dessous, en utilisant un code couleur. Plus c'est vert, plus c'est des mots qu'ils ont tous utilisés, mais qu'ils n'ont pas beaucoup utilisés. Plus c'est vers le bleu, plus ils l'ont tous utilisé. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des mots qui n'ont pas beaucoup de valeur sémantique dans les mots très utilisés, comme le verbe faire, par exemple. Parce que dire « je fais ceci », on peut dire que c'est quand même un mot hyper courant. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, je vais rajouter, vu que je suis développeur aussi, je vais rajouter des outils. Et puis en fait, en donnant la possibilité de cliquer sur des mots, ça supprime ce mot du corpus. Et derrière, ça recalcule en plus, en gros, tous les codes couleurs et à quel point c'est un mot influent, pas influent. Donc j'ai fait un petit nettoyage. À partir de là, j'en suis arrivé à cette deuxième configuration. On voit que ça parle beaucoup
de femme. C'est un mot beaucoup utilisé. De fait, ça appartenait complètement au débat puisque c'était un truc un petit peu féministe. J'en dirai pas plus, mais bon, bah, on voit d'autres mots qui vont avec je sais pas, homophobie, homosexuel. Voilà, ça peut vous donner un petit peu le genre de forum sur lequel, en tout cas le genre de thématique sur lequel je me suis penché. Je suis pas allé plus loin. Par contre, j'ai fait la même chose sur les paires de mots. Et les paires de mots, ça a été un peu un échec, c'est-à-dire que j'ai rien trouvé de génial. Voilà, bon, je vous ai dit que je ne vous vendrai pas qu'une histoire de dingue. Donc, conclusion de cette partie-là, ça peut bien me donner quand même un aperçu de ce qui a été dit, moyennant quand même des opérations manuelles. C'est-à-dire qu'il faut quand même à un moment se dire qu'il va falloir virer des mots, qu'il va falloir prendre des choix, faire des choix. Et bon, bah voilà, ça peut amener à des résultats ou des interprétations qui eux-mêmes sont sujets à interprétation. Il faut faire attention aux biais dans ce genre de moment. 2 pistes pour aller plus loin que je n'ai pas explorées. L'étude de la valence. La valence, en gros, c'est le mood d'un mot. Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif en termes d'humeur? Si j'étais vraiment un boss du NLP, j'aurais fait ce genre de choses pour voir s'il y avait des postes plutôt positifs ou plutôt négatifs. Et puis aussi la catégorisation, c'est-à-dire que je prends mes mots, je les mets dans les mêmes sacs et je dis, bon bah voilà, tout ça, ça parle de telle thématique. Et avec ça, j'aurais pu faire des catégories de mes propos. Mais j'ai décidé de ne pas le faire parce que le NLP, je pense que c'est comme un trou noir, ça vous aspire et vous perdez toute notion du temps quand vous rentrez dedans. C'est bien, je vois plein de oui à chaque fois que je dis les trucs, donc c'est que manifestement, on est tous d'accord. Donc j'ai regardé autre chose, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer un dernier axe que j'avais écarté de base dès le départ parce que j'avais juste pas envie, c'était explorer la dimension temporelle. Donc pour ça, j'ai récupéré le timestamp de chaque post, c'est-à-dire à quel moment le post a été posté dans le forum. Et puis c'est reparti. Vue temporelle cette fois. Attention les yeux, ça c'est ma première vise. Donc en abscisse de gauche à droite, c'est la ligne temporelle. En ordonnée, ce sont les utilisateurs. Donc une ligne de continu de points horizontal, ce sont les mêmes postes d'un utilisateur. Parce que là-dedans, un cercle, c'est un poste. Et là, normalement, si vous regardez ça, vous dites qu'il y a quand même une figure géométrique et une sorte de pattern un petit peu bizarre. Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, là, j'ai pas rangé, j'ai pas mis d'aléatoire en fait dans l'ordre de mes utilisateurs. Donc, c'est l'ordre dans lequel ils arrivent, dans lequel ils ont posté dans le forum. Donc, du coup, ça crée cette figure-là un petit peu bizarre. On a l'impression qu'il y a des points qui se suivent, mais en fait, c'est quelque chose de, c'est un mauvais pattern, quoi. C'est un pattern dû à une erreur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'aléatoire, du pseudo-aléatoire, et j'ai ordonné tous mes utilisateurs par ordre alphabétique. Là, on a quelque chose déjà d'un petit peu plus neutre. On commence à voir des choses, donc on voit des traits formés par des signes, par des suites de points. On voit aussi 2 vides, et c'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce qui manque maintenant? Il manque les liens entre les gens. Qui a cité qui? Donc ça, je l'ai rajouté. Et là, d'un coup, normalement, vous faites tous... Oh, merci. Et là, du coup, on commence à voir déjà plus de choses, c'est-à-dire qu'on voit des grosses successions de lignes en fait. Alors j'ai aussi rajouté un outil en bas là pour pouvoir faire des zooms et regarder un peu plus en détail ce qu'il y a. Mais en tout cas, on voit ces suites de lignes. Et puis des traits qui se baladent un petit peu partout. Donc plutôt cool. Je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant à creuser. J'ai utilisé l'outil que j'ai fait en bas, qui permet de faire des zooms avec du brush. Et j'ai découvert ce que j'appelle 2 patterns. Alors comme j'aime bien la musique, il y en a un, je l'ai appelé Sound of Silence. Qui sait de qui c'est cette chanson-là? Ouais, je crois que quelqu'un l'a dit. Bref. Donc on voit qu'il y a eu 2 trous. Alors pourquoi il y a eu 2 trous? Je vous le spoil en fait. Le premier vide qu'il y a eu là a commencé vers le 1er mai de l'an dernier. 1er mai de l'an dernier, fin du premier confinement. Je pense que les gens avaient vraiment autre chose à faire que se pouiller sur Internet. Donc, ils sont tous sortis et puis ils sont allés faire des trucs plus intelligents que se chamailler sur Internet. Le deuxième trou, je ne suis pas certain, mais je pense que c'est juste que les gens en avaient marre à un moment du débat et ont abandonné. Et deuxième chose, le pattern que j'ai appelé la dispute. C'est le nom d'un groupe de post-hardcore aux États-Unis, très bon au demeurant. Et en fait, ce que ça montre, c'est que des fois, il y a vraiment des enchaînements de traits au sein d'une même conversation. En gros, ils sont tous connexes. Ils forment un réseau. Là, typiquement, si on regarde ça, on voit bien qu'il y en a un là, il a dit un truc, ça leur a pas plu.
ils lui ont tous sauté dessus là en haut. Et voilà, en vrai, dans la version que j'ai même, on peut cliquer sur les posts pour pouvoir voir à l'intérieur ce qui a été dit. Mais comme je conserve l'anonymité du forum, bah, je ne vous montrerai pas. C'est juste à coder le même outil et puis vous pourrez faire la même chose. Un autre exemple, là, voilà, pareil, à droite, il y a une dispute et là, je trouve que c'est encore plus probant. On voit vraiment que c'est en plus entre 2-3 utilisateurs. Tac, 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 ça enchaîne. Et voilà. Et j'ai... Allô, allô. Ouais, j'ai mis en place un autre outil à la fin, qui est juste un outil de coloration. Donc, je pouvais cliquer et puis mettre comme ça en place vraiment tous les posts qui étaient connexes de manière à pouvoir mettre, à visualiser directement les conversations, en fait. Bon, ça m'est utile plutôt pour un autre projet que je vais vous montrer juste après. En tout cas, la conclusion, c'est que moi, si je devais étudier à un moment un forum de discussion, cette représentation, ça serait la bonne, parce que je pourrais vraiment voir en détail les dynamiques de discussion. En gros, mettre en surbrillance, si je puis dire, différents patterns. Ce qui serait intéressant après, c'est de voir ça sur d'autres forums de discussion, etc., etc. Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'une fois, ça suffit déjà. Petit feedback, du coup, tout ça, ça m'a duré, je sais pas, un mois et demi à peu près. Petit feedback de mon expérience que je partage avec vous, si vous aussi vous avez envie de faire un moment des recherches, des études dans ce genre-là. Suivez vos intuitions, c'est bien les intuitions. Bon, par contre, moi, mes intuitions reposent quand même sur 5 ans d'expérience derrière, donc c'est pas juste une intuition qui vient de nulle part, c'est quand même une intuition un petit peu, je sais ce que je fais, quoi. Faut savoir se remettre en question parce qu'initialement je voulais pas l'utiliser le timestamp, je voulais pas aller dans une représentation temporelle et puis je me suis dit bon en fait il y a quand même un moment, il faut que je trouve un truc sympa à sortir de ce forum, ça fait longtemps que je bosse dessus donc essayons et puis c'était la bonne chose. Et du coup ne pas hésiter à suivre de nouvelles pistes parce que voilà, c'est ce que je viens de dire. Et juste parce que ce projet est quand même allé un peu plus loin. Donc avec une designer et amie parisienne qui s'appelle Marthe Vialet. Et elle sait que je la salue, bien évidemment. On a bossé ensemble elle m'a découvert sur LinkedIn. Elle a plutôt l'œil pour découvrir des gens. Et puis elle est fan de vis de réseau. Et du coup, on a fait déjà un travail. On a repris une des vis que j'avais produite dans l'idée d'en faire un poster haute définition, plutôt chouette, avec une ambiance un petit peu théâtre romain, quoi, ce qui a donné ce travail-là. Et puis, on s'est mis en tête aussi à un moment de refaire la dernière visualisation. Là. En fait, on a monté ensemble une exposition de visualisation de réseau et dans lequel on a entre autres diffusé ce travail-là. Donc là, l'idée, c'était un peu quand même de proposer une autre lecture de la visualisation avec cette fois des mises en lumière de certaines dynamiques de conversation, en gros de certaines embrouilles, quoi. Donc on les a pas toutes mises, mais ce qu'on a aimé dans ce travail-là, c'est de pouvoir se dire, bon voilà, si on est loin, si on est près, si on est entre les deux, on peut voir des choses différentes là-dedans. Et puis sur fond noir avec un petit côté constellation, ça claque quand même. Voilà, ça c'est moi devant la vise. Je vous ai pas mis mon switch jaune, mais par contre la vise mesurait 4 mètres de long. Et ça c'est aussi un truc qui nous a bien fait kiffer, c'est de faire une grande vise. En vrai, j'ai calculé que si je voulais déplier la vise en grand et que ça se marche pas les uns sur les autres, il faudrait qu'elle fasse 160 mètres. Donc je passe une annonce, si quelqu'un a un traceur à zéro et est prêt à imprimer 160 mètres de vis et en plus a un lieu pour l'afficher, vous venez me voir et on en cause, je suis hyper chaud. Voilà, j'espère déjà que ça vous a plu. Si jamais vous voulez me contacter, si jamais vous voulez, je sais pas, discuter de ma boîte, si jamais vous êtes développeur et que vous cherchez du boulot, on recrute à fond chez Dernier Cri. Et ouais, on recrute. Si vous voulez parler expo, si vous voulez parler DataVis, si vous voulez juste parler, parce que de toute façon, moi j'aime bien parler, hein, sinon je ne serai pas là, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, vous pouvez me suivre sur Twitter, et c'est déjà pas mal. Merci. Alors je vous le dis, en vrai, le meilleur moment, c'est quand on nous applaudit. Je fais juste 20 minutes uniquement pour ce moment-là, donc merci à vous, c'est hyper cool. Si vous avez des questions, je suis dispo.
sais pas combien de temps il reste. Il y a une question là-bas. Alors, vaut mieux que tu prennes un micro parce que, ou alors tu cries hyper fort. Alors, j'avais une question par rapport à la technique qui était utilisée pour faire la visualisation de ces recherches sur la data. Quelle librairie, quel langage? Alors, pour récupérer la donnée, ça a été du Python. Pour la lib, c'est Scrappy, je crois. Et pour les vis, j'ai intégralement tout fait avec D3JS, qui est genre juste la meilleure librairie du monde pour faire de la data vis custom dans ce genre-là. D'autres questions? Il y en a une là-bas. Alors moi j'ai 2 questions. Vas-y. La première c'est est-ce que les premières data vis en cercle ont nourri la data vis temporelle? Parce que tu as dit que tu avais complètement mélangé les participants. Ouais. Tu n'as pas essayé de retrouver cette histoire Bien de sûr que groupe? Si. Si, mais en fait, alors non, j'ai pas essayé de les retrouver. Par contre, je sais que à la fin, tu vois, dans cette partie-là à droite, les derniers qui continuent de parler, il y a 8 lignes. En gros, il y a 8 gros utilisateurs là-dedans, et je sais, parce que j'ai regardé, que c'est les 8 utilisateurs qui étaient au centre de la première vise. Donc ça ne l'a pas nourri dans le sens où graphiquement, en termes de représentation, je ne me suis pas dit tiens, ceci amène à cela. Mais par contre, là, ce qu'il y avait dans la première a confirmé ce qu'il y avait dans la deuxième. J'ai retrouvé des choses en commun, dont le fait que les 8 gros utilisateurs se retrouvent là. C'est même eux, en fait, globalement, qui sont dans toutes les grosses polémiques, dont un en particulier. En fait, la base de l'étude, c'est qu'il y en avait un d'utilisateur. Dès qu'il disait un truc, tout le monde lui sautait dessus. Et je voulais comprendre s'il y avait quelque chose de particulier chez lui. Et c'est de là qu'est né ce projet-là. Donc, et c'est un de ceux-là. C'est peut-être bien celui à la fin, là, tout en bas. Enfin, c'est un de ceux-là, en tout cas, qui est là. Ok, merci. Et la deuxième, c'est à Toulouse Hack-A-Viz, on fait un Hack-A-Viz qui dure 11 jours. Et toi, tu dis que l'émergence de la DataVis formidable, c'était au bout d'1 mois et demi. Est-ce qu'on doit allonger la durée du Hack-A-Viz? Je sais pas. Non, en fait, le truc, c'est que moi, je le fais sur mon temps perso. Je le fais le soir entre 23h et minuit. Genre, allez vite, je vais essayer de scraper un peu de données. Allez vite, là, j'ai un petit peu de temps. Je suis pas trop fatigué. Voilà. Je pense que quand tu t'inscris dans une dynamique comme le Hack-A-Viz, en fait, tu sais que tes 10 jours à venir, ils vont être consacrés uniquement à ça. Donc, tu vas pas au sport, tu sors pas, tu vas pas boire des bières, tu fais que ça. Enfin, aussi, tu peux faire les deux avec les bières, mais ça peut être un peu compliqué. Mais voilà, moi là, j'avais le temps, j'avais pas d'engagement derrière, j'avais pas de volonté d'arriver où que ce soit. La seule finalité que je voulais pour ce travail-là, à un moment, c'était écrire un ou deux articles sur LinkedIn, chose que j'ai faite. Mais comme ça engage que moi, ça peut bien prendre le temps que je veux. Mais pour répondre vraiment à ta question, non, moi je pense que, en fait, plus tu vas rajouter du temps, je pense que la contrainte de temps est bonne parce que ça oblige les gens à se dépêcher un peu, à pas forcément chercher le meilleur résultat, à pas forcément aller trop loin, parce qu'après tu peux ne jamais finir. Moi, ce travail-là, si je voulais, je pense que je pourrais encore le continuer et faire encore des choses. Juste, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter et passer à un autre projet ou pas. J'ai répondu à ta question. Parfait. Il y a une autre question. J'avais une deuxième question. C'était un peu plus à propos de... C'était à propos de justement sur la recherche des mots, lorsqu'on avait 2 mots et qu'on n'atteignait pas grand-chose finalement. Est-ce que si on faisait une analyse sur une plus grande conversation, un plus gros forum, ça aurait plus de sens? Peut-être trouver un algorithme, une intelligence artificielle qui pourrait permettre de discerner des groupes de mots, pas forcément 2 mots en particulier? Alors après, moi, c'est pas mon domaine. Maintenant, de ce que j'en sais, par contre, je sais que ton voisin de gauche aura peut-être je veux pas te balancer, hein, Christophe, mais je pense que tu as raison dans le sens où, à mon avis, avec un corpus plus gros, ça serait plus facile. Maintenant, il y a des problématiques dans un forum de discussion, c'est qu'il y a des gens, ils écrivent n'importe comment, ou juste ils font des fautes normales. Dans d'autres travaux que moi je peux avoir observé, par exemple plutôt sur des publications scientifiques, voilà, c'est rigoureux, t'as pas la place à la faute d'orthographe, donc là tu peux déjà faire une analyse plus
comment dire, plus qualitative, je pense, plus rigoureuse. Là, voilà, c'est des forums de discussion. Je pense que même si tu prenais encore plus de temps, ça deviendrait difficile, ou il faudrait un plus grand travail de lématisation, etc. Après, en plus, à ma connaissance, je pense que Christophe pourra apporter son savoir sur le sujet. En termes de Natural Language Processing, on est quand même surtout sur des corpus anglais, et travailler sur des corpus français, en plus, rajoute de la complexité parce que l'anglais, ça a plus la cote que le français, quoi. Je sais pas, Christophe, tu as quelque chose à en dire en plus ou pas? Non, moi, je souscris tout à fait à ce que tu as dit. C'est du temps au carré systématiquement. Et c'est encore des sujets de recherche quand même. Donc, les outils ne sont pas vraiment prêts à être utilisés comme ça, dans toutes les langues, sur tous les types de sujets. Il y a des forums avec des patterns particuliers dans la façon de s'exprimer. Il y en a où il y a beaucoup d'acronymes, beaucoup de raccourcis. Et donc, je ne crois pas que ce soit encore complètement prêt à utiliser out of the box, quoi, pour reprendre l'anglais. Voilà. Y a-t-il d'autres questions dans notre public? Moi, j'en ai une question. Non. Une question d'atavisme mais que tu connais. Et, là, tu as passé 40 minutes à nous expliquer la genèse, mais c'est très bien, à nous expliquer la genèse de ce projet en montrant tous les détails. Et donc, on comprend bien à la fin le résultat. Par contre, sur l'œuvre imprimée, même si elle faisait 160 mètres de long, peut-être là, je vais poser la question comme ça, combien de mètres de long il faudrait pour expliquer aux gens afin qu'ils comprennent? Je ne sais pas est-ce qu'il faut forcément comprendre? Je pense que si tu montres ça, là, et que tu dis ça, c'est un forum de discussion, et vous voyez bien qu'à un moment, il y a une dispute, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent. Il faut forcément des explications. Oui. Donc la question, c'est comment on passe de l'œuvre orale, comme tu viens de nous la présenter, de l'histoire orale, à l'histoire écrite, de manière à ce que les gens puissent se rendre compte que ce qu'ils voient là, c'est exactement cet encodage-là, sur ce type de problème-là, avec ces données-là, pendant cette période-là, et ça raconte cette histoire-là. Je vais t'expliquer dans ce cas-là la démarche qui a été la nôtre quand on a fait la version 4 mètres. C'est dans ce sens-là. Parce qu'il m'a semblé voir que le texte sur les 4 mètres, il n'était pas très grand. Alors, le texte à gauche, de toute façon, c'est juste un joli blabla pour aller avec. Mais c'est moi qui l'ai écrit, donc attention, c'est un blabla où j'y ai mis tout mon amour. Par contre, en bas, on a mis une légende, en fait, donc qui explique quand même un certain nombre de choses. Donc ça dit typiquement... un utilisateur par ligne horizontale rédige des posts avec des petits points qui peuvent être cités par d'autres. Ceci est une conversation entre X utilisateurs pour Y post cité par Z personne ou l'inverse, je ne sais plus trop. Mais moi, pour le moment, à part mettre une légende, et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est donc mettre une légende, montrer des exemples de conversations. Donc, par exemple, en nommant en fait des constellations. Donc, par exemple, celle-là, le projecteur, ça veut dire qu'il y a 6 utilisateurs, 11 posts et 24 liens de citation. C'est plus après par l'exemple où on dit, voilà, plusieurs types de conversations qu'il y a eu. Maintenant, c'est à vous d'en sortir l'abstraction, en fait. Moi, c'est comme ça que je ferais. Après, sinon, on peut faire le guide sur 160 mètres de long. Hein, mais c'est ce que je te dis. La version 160 mètres, clairement, ça serait... pour le kiff, pour la performance, mais des fois c'est juste, ça va diverger sur la question sur qu'est-ce que l'art en fait, tu vois. Est-ce que l'art ne doit pas juste être vécu ou est-ce qu'il doit être expliqué? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut en parler autour d'un verre ou deux. Non, c'était là où je voulais en venir, c'était la liaison entre l'analyse de données et l'art, parce que ça, visiblement, tu passes d'un côté à l'autre de la frontière assez facilement et je trouve ça très bien. C'est ce qu'on a voulu faire en fait au travers de l'exposition. Donc si vous cherchez, il y en a plein de liens sur Twitter, ça s'appelle des points, des lignes et des hommes. Ça avait lieu dans le cadre du Datarama, qui est un événement à Nantes qui s'est passé il y a très exactement 2 semaines. Et le but, c'était de montrer aussi que oui, des dataviz, ça peut être de l'art. Donc il y en a eu de plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle du data art. Il y avait, alors c'est dommage, hein, je ne les ai pas mises là, mais il y avait une vis qui était sur, par exemple, montrer qui a pécho qui dans Friends. Il y a quelqu'un qui a refait tout le réseau de où mène chaque chapitre dans les livres dont vous êtes le héros, etc. etc. Et
Nous, ce qu'on défend avec Marthe Vialet, c'est le fait que oui, il y a des dataviz qui peuvent être élevés au rang d'art, en tout cas, ou en tout cas, on a envie de pouvoir les présenter à un public, et puis de sortir aussi un petit peu du numérique et des écrans pour voir des œuvres comme ça imprimées, pouvoir un petit peu se projeter dedans, quoi. Et c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est ce qu'on va essayer de continuer à faire. Si j'ai explosé le temps, il faut me le dire, hein, je ne sais pas où j'en suis. Ouais, c'est bon. Il n'y a plus de questions? Bon, merci. C'était un plaisir d'être là. Et merci encore à Alain et à toute la team qui m'ont invité et qui m'ont fait me lever tôt pour être présent ici. C'est cool.